Être père aidant, c'est avoir une histoire commune. Quand on parle de parcours de rétablissement, notamment en santé mentale, c'est être en capacité de restituer son expérience. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Bonjour et bienvenue, nous allons parler d'une nouvelle profession, en tout cas d'une nouvelle génération de soignants. Ce matin, les patients experts. J'ai invité Ibtissem Belmadani. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute en libéral. Et puis Philippe Maugiron est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médiateur en santé père à l'hôpital Sainte-Anne, c'est à Paris. Et vous êtes président de l'association francophone des médiateurs de santé père. Alors, on va tout expliquer ce matin. Comment est-ce que vous définissez ce concept qui est aussi devenu une profession ? Alors c'est une longue histoire. À l'origine, on vient de l'entraide. L'entraide, c'est quelque chose qui est assez courant. Si on n'avait pas connu l'entraide, eh bien, je crois qu'aucun de nous serait là. On arrive à survivre notamment grâce à l'entraide. Ensuite, je fais un raccourci pour arriver fin du 18e, à l'époque des asiles, de l'hôpital général, en psychiatrie. Alors, fin du 18e siècle 18e siècle, ouais. Oui, voilà. Et donc, il y a un médecin psychiatre, Philippe Pinel, qui avait pu identifier à l'époque, qu'il y avait un de ses patients, Jean-Baptiste Pussin, qui lui n'était pas concerné par la maladie mentale, mais il souffrait de tuberculose, qui avait un haut niveau d'empathie, et qu'il était capable d'aller vers des personnes qui étaient à l'époque enchaînées, généralement au sous-sol, sur de la paille, il n'y avait pas de traitement. Et le fait d'être en relation, en lien avec ces personnes... Qu'on appelait des fous oui. à l'époque, c'est pour ça qu'on les attachait. Les aliénés. C'est le cas de le dire, aliénés. Les aliénés. Ouais. Et donc ces personnes, on les traitait comme des animaux sur de la paille et enchaînés. Et Philippe Pinel a observé que le fait d'être en lien, d'être en relation, de commencer à redonner une identité humaine à la personne, de l'écouter, ça les calmait. Et on date historiquement cette période comme étant les débuts de la père-aidance, et on qualifie Jean-Baptiste Pussin comme le premier père aidant. Alors, la père-aidance, on va essayer de se familiariser avec ce mot ce matin, qui n'est pas très connu finalement. Oui, donc, c'est ça. père-aidance, ça veut dire... Alors, on va reprendre un petit peu le dictionnaire pour parler d'un langage commun. Père, il y a la notion d'équité. De mêmes conditions, voire même de mêmes conditions sociales. Donc on voit se profiler quelque chose de l'ordre de l'horizontalité. Et puis l'aidance, j'aime bien dire que c'est le participe présent du verbe aider. Donc c'est d'être présent à l'autre. Et être père aidant, c'est avoir une histoire commune. Quand on parle de parcours de rétablissement, notamment en santé mentale, c'est être en capacité de restituer son expérience à une personne qui n'en est pas au même niveau, de s'appuyer sur les leviers de l'espoir et de l'identification, parce qu'il y a quelque chose qui se joue entre deux pairs qui est extraordinaire, qui a beaucoup de valeur et d'énergie, c'est précieux. C'est lorsqu'il y a une identification réciproque, et j'insiste sur le mot réciproque, qui devient opérante. Je dis réciproque parce qu'une identification peut se faire entre un patient et un soignant, et là on est dans le champ de l'analytique, mais lorsque l'on est dans une identification réciproque entre pairs, on peut s'appuyer sur une énergie extraordinaire qui est l'énergie de l'espoir pour être en capacité de passer à l'action. Ce qui veut dire aider ses pairs, ça veut dire aider ceux qui sont comme vous ? Oui, c'est ça. C'est ça. Aider ses pairs, oui, c'est avoir une problématique commune à résoudre. Alors, vous, on peut parler un petit peu de votre parcours. Oui. Vous avez eu un parcours de malade avant ? Un parcours de vrai malade, oui. Oui. Un parcours de malade, comme vous dites. C'est-à-dire que moi, je viens de la dicto, en fait, de la dictologie. J'ai une problématique addictive. Je suis dépendant à plusieurs produits qui modifient le comportement et le champ de la conscience. Et dans mon parcours de rétablissement, j'ai connu plusieurs rechutes. Et d'ailleurs, dans les modèles de rétablissement à l'heure actuelle, on inclut les rechutes. Dans le protocole de rétablissement ? Dans son parcours de rétablissement. Elles font partie finalement du parcours. Oui, elles sont intégrées. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin extraordinaire, Dr Sokolov, qui m'a orienté vers des associations d'usagers, notamment des associations dites néphalistes qui prônent l'abstinence, puisque c'était avant la politique de réduction des risques, les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. Parce que lorsque l'on sort de l'institution, lorsqu'on sort d'une cure de sevrage, par exemple, ou lorsqu'on sort d'un séjour à l'hôpital psychiatrique,
c'est pas là où tout s'arrête. Au contraire, c'est là où tout commence. Et l'institution ne peut pas tout... Pourquoi ? Parce que vous êtes livré à vous-même, ou vous n'êtes pas encadré par l'institution ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la cité. Il y a une espèce d'ivresse lorsqu'on se retrouve à l'extérieur de la cité après avoir passé plusieurs semaines, parfois plusieurs mois confinés dans un cadre contraint. Et puis, on n'a pas nécessairement les outils pour pouvoir fonctionner dans la cité. Alors oui, en ce qui me concerne, j'ai eu besoin de passer par ces temps d'enfermement volontaire, ces cures de sevrage. Cependant, si ça a été nécessaire, ça n'a pas été suffisant. Tant que je ne me suis pas tourné vers mes pairs, donc vers des associations d'usagers, eh bien, je n'ai pas réussi à accrocher une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que j'étais toujours dans un cycle de rechute. Donc, ce qui veut dire qu'un parcours de soins, finalement, c'est plusieurs intervenants, plusieurs professionnels et plusieurs types de professionnels. Oui, c'est ça. Et plusieurs environnements. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, on parle généralement, j'allais dire spontanément, de l'institution en première intention, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que on arrive derrière vers un savoir dont sont détenteurs les pairs aidants, les usagers qui sont dans un parcours de rétablissement, qui font l'acquisition d'une connaissance, d'une expérience spécifique, intime. Aujourd'hui, on dit expertise. Oui. Enfin, l'expertise sur votre maladie. Oui, mais on parle d'expertise en tout maintenant. Oui, je dirais ça n'a plus de sens, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Alors, je préfère parler de connaissance intime. Vous voyez, le fait d'avoir traversé une maladie, de s'éprouver dans sa chair et dans son corps et dans son esprit, ça permet d'avoir accès à une connaissance qui est spécifique. Et c'est cette connaissance-là que l'on valorise en tant que père et père aidant. Quelle est la différence, finalement, entre un père aidant et une association ? Un père aidant peut faire... Vous voyez, une association de malades, par exemple ou, c'est d'une personne à une autre, en fait, directement. On ne fait pas une grande campagne, on n'est pas là pour donner un cours ou une conférence ou un atelier. C'est vraiment d'une personne, comme vous disiez, qui a vécu cette situation, qui va parler à une autre personne qui est dans cette situation-là et qui se dit « Ah, cette personne-là, elle s'en est sortie, je peux aussi m'en sortir ». En fait, c'est beaucoup plus individualisé et personnalisé comme vision. Et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à peu de temps, recevoir un diagnostic en santé mentale était une condamnation sociale. Entendez par là que les premiers traitements ont émergé dans les années 50. Avant, il n'y avait pas de réponse médicale, il y avait des tentatives, mais ça n'améliorait pas la qualité de vie des personnes et leur capacité à prendre ou reprendre une place dans la cité. Aujourd'hui, avec notamment les traitements, mais pour se rétablir, il y a certaines personnes qui ne font pas ou qui ne font plus appel à un traitement. Il faut le dire, c'est une réalité, bien que ce soit une grande exception. Donc le fait... Mais alors, elles se soignent comment, ces personnes, si elles ne font pas appel au traitement ? Alors, de différentes manières, parce que se rétablir, ce n'est pas simplement le fait de prendre correctement un traitement. L'enjeu est bien plus large que ça. C'est-à-dire qu'il commence généralement au sein de l'institution avec un traitement, mais il se prolonge aussi dans le champ du social. C'est-à-dire se rétablir, c'est pouvoir, in fine, se définir comme un citoyen et un citoyen ordinaire, en définitive. C'est-à-dire être en capacité de travailler, avoir un toit, se reconstituer un réseau social, avoir une vie amicale et sexuelle, avoir des enfants si on fait le choix d'avoir des enfants, voyez, avoir une vie ordinaire et finalement ne plus être sous le joug et ni le coup des stigmatisations et discriminations ordinaires. D'accord, mais quand vous parlez de santé mentale, mettez-moi des pathologies, ça va nous aider. Alors, faut faire... Parce que là, on parle d'un peu beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à mettre une réalité. Alors, la santé mentale inclut les maladies mentales. Et quand on parle de maladies mentales, j'allais dire spontanément, on retient les troubles psychotiques, notamment les différents troubles schizophréniques et les troubles de l'humeur, notamment les troubles de la bipolarité. Ces deux familles, ce sont celles qui subissent le plus de stigmatisation parce que le grand public, en tout cas la population en général, est souvent ignorante sur ces sujets. Et l'ignorance, eh bien, c'est le terreau de la peur, des projections et finalement de la stigmatisation, de l'éloignement et du bannissement.
Mais il y a tout un autre champ de maladies en santé mentale, de troubles. On peut parler de la dépression, l'addiction fait partie de la santé mentale. Mais ce qu'il faut retenir, et ça, je crois que c'est un point qui est très important, nous avons tous une santé mentale et nous devrions tous prendre soin de notre santé mentale. Il n'y a pas besoin d'être malade pour ne pas prendre soin de sa santé mentale. D'accord. En préventif. En préventif, et parce que pour avoir une meilleure qualité de vie. La schizophrénie, par exemple, toutes ces pathologies-là, ça concerne la santé mentale. Alors, les troubles schizophréniques, parce que ce sont des troubles, hein, c'est mal connu, ça aussi. Hein, c'est très mal connu. Et c'est vraiment un véritable drame pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de cette nature, oui. Parce que aujourd'hui, on parle de détection précoce. Vous voyez, donc les psychiatres reçoivent des personnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui à cette époque-là, généralement, commencent à avoir un projet de vie, s'installent, sont étudiants, commencent à construire une relation affective, ont des projets, se projettent, et puis à un moment, pour certains, connaissent une crise qui est plus importante qu'une autre, qui demande une hospitalisation, généralement la première, et ça peut être durant cette première hospitalisation qu'on leur annonce un diagnostic. Malheureusement, le diagnostic est souvent encore énoncé par le professionnel. Parce que, regardez, un professionnel qui annonce à un jeune entre 20 et 25 ans « Monsieur, vous êtes schizophrène ». Vous voyez, cette personne arrive avec une identité d'étudiant, de jeune professionnel. Vous êtes schizophrène, ça impose un changement d'identité. Je ne sais pas si vous le percevez. Et donc on n'est pas sa maladie. Et personne n'est une maladie, voilà. Effectivement. Bon, ça, c'est fondamental. Avoir une maladie, ce n'est pas une identité. Vous voyez, quand vous avez un rhume, on ne vous appelle pas le rhume. Quand vous avez une angine, on ne dit pas l'angine. On peut dire vous êtes enrhumé. Oui, mais on peut dire aussi, monsieur, vous avez un diagnostic de trouble schizophrénique. Voyez. Mais ça, c'est important. C'est important de faire cette distinction. C'est fondamental. Bien sûr. C'est fondamental. C'est reconnaître un homme avec un trouble en santé mentale comme un homme. Le fait d'avoir un trouble en santé mentale, on n'en est pas moins homme. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça se dit plus facilement ou pas du tout? Parce que, vous voyez, quand on commence à parler de santé mentale, de troubles en santé mentale, j'ai l'impression qu'on met la poussière sous le tapis encore. Vous voyez? Alors, la santé mentale est un petit milieu. Moi, mon engagement de militant s'arrêtera le jour où les troubles ou les questions de santé mentale, eh bien, ce seront des questions qu'on pourra aborder entre amis lors d'un dîner et même auprès de personnes qu'on ne connaît pas. Qu'on pourra parler de santé mentale aussi facilement que je sais pas, d'un bras cassé, par exemple. Ouais. Vous voyez ? C'est-à-dire, oui. Nommer les choses, quoi. Nommer les choses. Mais c'est vrai de beaucoup de pathologies, ou finalement. Oui, c'est vrai. Mais le cancer, beaucoup de maladies, les gens ne le disent pas non plus, vous voyez. Oui. Oui, mais c'est maintenant dire qu'on qu'on souffre de dépression, c'est plus accepté. Dire qu'on a un cancer, c'est moins stigmatisé qu'à une époque. Souvenez-vous, dans les années 80, pour se faire plaindre, Coluche disait « je veux bien un cancer, mais un petit cancer, un cancer du bras droit ». Vous voyez, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais aujourd'hui, ça c'est une réalité. Les personnes avec un trouble en santé mentale sont stigmatisées, sont remarquablement stigmatisés et discriminés. Philippe, vous êtes un professionnel de santé ? Je me considère comme un professionnel de santé. Alors, par contre, il y a une subtilité. Sur ma fiche de paye, il est inscrit agent administratif. C'est-à-dire que nous sommes des professionnels de santé sans statut. C'est le fameux faisant fonction que l'on connaît de manière assez courante au sein de l'institution. C'est-à-dire que je suis un agent administratif faisant fonction de médiateur de santé pair. Vous voyez, la subtilité est là. Donc c'est aussi... Mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a certains dans le personnel médical ont du mal à vous reconnaître ce statut ? Ah non, c'est un nouveau métier. Donc il n'existe pas. La fiche métier est à créer, les statuts sont à créer. Et vous savez que les choses prennent du temps. Vous êtes combien en France à peu près ? Alors, on ne sait pas exactement.
On est moins d'une centaine, et plus d'une cinquantaine, ça c'est sûr. D'accord. Et tous dans la santé mentale? Alors non. Non. Alors faut bien comprendre quelque chose, c'est que malheureusement, nous sommes construits en silo et de façon hermétique. C'est-à-dire que la santé, on comprend d'un côté la tête et d'autre côté le corps. D'accord ? Et ça, c'est peut-être une erreur culturelle ou une erreur de notre temps. Le physique et le psychique. Voilà, exactement. Et donc, il y a des pairs dans le champ du handicap, donc handicap moteur, malvoyant, malentendant. Et puis, il y a les pairs aidants du côté de la santé mentale. Voyez ? Donc, effectivement, l'accompagnement par les pairs ne connaît pas de frontières. Donc, ça touche tous les secteurs Oui. En kiné, par exemple, en quoi ça pourrait être utile, Ibtissem ? Un exemple concret, une patiente adolescente qui avait une paralysie de son bras se retrouve avec une situation où elle n'a plus tellement envie de suivre ses soins. Et puis, j'ai de l'autre côté une autre patiente de 40 ans qui a déjà ce vécu depuis plus de 40 ans et qui en plus est éducatrice à la base. Et je lui demande si elle accepterait que je les mette à peu près au même créneau horaire pour qu'elles se rencontrent. Donc, qu'elle voit effectivement l'évolution de ce que ça peut donner quand on suit bien ses soins, quand on a un accompagnement. Et spontanément, sans que moi je n'ai rien à dire, finalement, la jeune fille a bien voulu revenir à ses soins sans même s'être rendu compte de ce qui s'était réellement passé. Mais là, vous lui montrez un exemple. Oui, mais c'est un exemple de père. Une personne qui est à la même situation qu'elle, sans que moi je vienne lui apprendre quelque chose. Finalement, elle a retrouvé la motivation et elle s'est dit d'elle-même qu'elle pouvait s'en sortir elle a compris l'intérêt de sa thérapie. Là, vous êtes complémentaires, en fait. Exactement. Dans ce cas-là. Exactement. Comment vous vous inscrivez, Philippe, donc, dans le parcours de soins ? Vous intervenez comment ? Alors, j'interviens de deux manières. En collectif, en co-animation de groupes à visée thérapeutique, à l'hôpital de jour où je travaille, et aussi en entretien individuel ou en animation de groupe en individuel. Mon travail consiste essentiellement à encourager au passage à l'action. Pourquoi ? Parce que pour se rétablir, c'est intégré à un processus de changement, mais un processus de changement qui est à la fois extérieur, donc social, mais aussi intérieur. Intérieur, notamment au niveau de ses émotions, de ses pensées. Et il s'agit de trouver un levier pour la motivation. Et je vous parlais d'identification réciproque tout à l'heure. Et lorsque cela fonctionne, eh bien c'est un levier formidable pour encourager le passage à l'action. Il s'agit de se lever et de faire un premier pas. L'enjeu du rétablissement, il est là. C'est un processus de changement et de transformation intérieure qui permet, d'une part, de passer d'un état de mal-être quasi permanent à un état de mieux-être et d'être en capacité d'élaborer un projet de vie et d'aller vers la vie que l'on souhaite pour soi. Donc la guérison est contagieuse, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. Alors, dans le cadre de maladies chroniques, on ne parle pas de guérison. On parle de stabilisation. J'avais cru que vous alliez me dire de rémission. Dans d'autres, on peut parler de rémission. On peut également aussi parler de rémission. En santé mentale, on parle plutôt de stabilisation. Il faut savoir aussi que... Non, mais ça c'est intéressant de voir... Donc, on n'a jamais le mot guérison, à un moment donné... En santé mentale ? Ouais. Non. Qui s'inscrit, qui est tamponné... Alors, si certaines personnes ont cette liberté de se considérer guéries. Après, c'est un choix personnel de se considérer guéri ou pas. Pour ma part, je suis encore dans un processus de rétablissement. Ça ne s'arrête pas. Une fois que ça commence... C'est un processus qui est actif, en fait. Un processus continu et permanent. En perpétuelle évolution. Exactement. Comme la connaissance. Ce qui marche pour vous, ça marche pour les autres ? Certaines choses, pas tout. Il s'agit d'expérimenter, d'encourager à passer à l'action, d'aller vers l'inconnu. Et ça, c'est toujours très, très, très difficile parce que l'inconnu fait peur par définition. Partager ce qui a pu fonctionner pour moi et d'encourager des processus de changement en passant à l'action. Voilà, c'est utiliser son processus de guérison, ou de son expérience de malade, oui. voilà,
pour finalement faire avancer les autres. C'est ça que ça veut dire. Témoigner, en fait. C'est témoigner, ouais. C'est témoigner de son propre vécu, son parcours de soins, de son expérience pour pouvoir effectivement motiver l'autre et lui donner peut-être des clés qu'il prendra ou pas, mais en tout cas l'informer de ses possibilités. C'est transmettre de l'information, c'est aussi s'appuyer sur des processus d'identification, mais aussi les médiateurs de santé pair ont reçu une formation diplômante. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est en ça que c'est une profession, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un cursus qui valide ce que vous faites. Voilà. Et surtout qui permet de faire l'acquisition de nouvelles compétences aussi. Je pense notamment à l'éducation thérapeutique du patient. Tous les médiateurs de santé pair, dans leur cursus, maintenant, sont formés aux 40 heures. C'est le premier niveau de formation qui les rend légitimes pour co-animer des programmes d'éducation thérapeutique qui permettent d'accompagner les personnes vers leur projet de vie et d'avoir accès à une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous en aidant les autres, finalement ? Que je ne me connaissais pas très bien. C'est vrai qu'on se révèle toujours, on se connaît mieux au contact des autres. Oui. Que pour me rétablir, j'ai besoin des autres. Que sans les autres, je serais moins bien aujourd'hui. Moi, j'ai une maladie du lien. Du lien avec moi, du lien avec les autres. Et le fait d'avoir été en capacité de demander de l'aide et d'être passé par l'institution, ça a été un premier pas. Le deuxième pas a été lorsque je suis sorti de l'institution et qu'on m'a orienté vers des associations d'usagers, vers mes pairs. Sans eux, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Je connais la valeur et combien mes pairs sont précieux. Parce qu'ils sont détenteurs d'un savoir qui leur est propre, qui est spécifique et auquel je me suis accroché pour être en capacité d'intégrer un processus de changement, mais aussi un processus de transformation sociale. C'est-à-dire que j'étais dans un état social totalement isolé et c'est eux qui m'ont permis cette resocialisation qui, in fine, me permet d'être aujourd'hui ici et de me considérer comme un citoyen plein et entier. D'ailleurs, lors de notre échange, vous disiez que les plus grandes souffrances des patients, justement, et en souffrance, c'était le manque de lien social et puis également la prise de poids par rapport aux traitements qui sont donnés. Alors oui, dans le cas de troubles psychotiques, la plus grande souffrance, c'est le manque de liens sociaux. Mais comment ça se caractérise, le manque de liens sociaux ? Par un isolement, par une espèce de couette anonyme, comme je l'appelle, c'est-à-dire ne plus sortir de chez soi, rester dans son lit et de pas vouloir en sortir, c'est ça ? Avoir une grande difficulté à en sortir. C'est pas d'être en incapacité d'en sortir. Donc là, on est clairement dans la rupture de lien. Et à un moment, pour aller mieux, il faut prendre le risque d'aller vers les autres. Oser un processus de changement et de transformation, c'est très très difficile. C'est quoi ça ? C'est une forme de dépression ? Non, ça fait partie des signes, des nombreux signes que peut prendre la maladie, et ça peut revenir par moment. C'est pour ça que les personnes que j'accompagne, lorsque j'observe qu'il y a un repli sur soi, que le lien est moins tenu, ça m'alerte toujours et j'essaye de... Vous arrivez ça à le repérer en fait. Oui. Et on retrouve ça dans toutes les pathologies finalement, pas seulement en maladie mentale. Une personne, ne serait-ce pour quelque chose de plus banal, qui s'est fracturé une jambe, etc., qui va moins oser sortir parce qu'il faut qu'elle prenne ses béquilles pour sortir, ou qu'on va la voir avec un fauteuil alors qu'elle se dit « je ne suis pas une personne handicapée », alors qu'elle porte ce terme handicapé, alors que c'est juste une période et que on n'est pas handicapé en soi, elle ne veut pas sortir, se montrer de cette manière, ou bien ne serait-ce qu'avec un bandage, un grand pansement sur la tête, etc. Donc finalement, dans n'importe quelle situation face à la maladie, on retrouve ce phénomène de repli sur soi et d'isolement. Et donc le meilleur moyen de lutter contre ça, quel est-il, Philippe ? C'est d'encourager.
Alors parfois ça se fait avec plus ou moins d'aisance, d'encourager à être en lien. Donc lorsque les personnes viennent à l'hôpital de jour, on leur propose différentes activités et moi les activités que j'ai développées encouragent à aller vers la cité. En fait. Et d'ailleurs, c'est aussi en ça que, par exemple, en kinésithérapie aussi, on incite les gens à venir au cabinet. De moins en moins à domicile, parce que finalement, pour avoir moi en tant que kiné vécu aussi le domicile, on a beaucoup moins de progrès, d'évolution positive quand on va au domicile de la personne. Elle reste dans son cadre, elle reste confinée, et au lieu de sortir, ne serait-ce que peut-être prendre l'ambulance, venir ou un taxi, venir jusqu'au cabinet, rencontrer d'autres personnes, c'est quand même plus intéressant. Ça permet de rompre l'isolement. Ouais. Et généralement, on n'arrive pas à se rétablir seul. On a besoin d'aide. Il faut le dire, ça c'est important. Parce que vous disiez tout à l'heure, il faut oser demander de l'aide aux autres parce qu'on n'arrive pas à se rétablir seul. C'est très compliqué de se rétablir seul. Moi j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. Ibtissam parlait de la difficulté à se rétablir quand on reste chez soi. J'ai essayé les cures ambulatoires. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne pour certains. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. J'avais besoin d'aide. J'ai été capable d'en demander, j'en ai trouvé, mais il m'a fallu aller vers des temps d'enfermement volontaire. Sans cela, je n'y serais pas arrivé. Il m'a fallu passer par l'institution, par l'hôpital, pour avoir une cure de sevrage. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, c'est des personnes qui vont faire un stage intensif, une cure, par exemple, pour perdre du poids ou une cure pour lutter contre le diabète, qui vont pendant un temps donné, 3 semaines à 5 semaines, être accompagnées dans une institution et qui, en sortant, vont peut-être reprendre tout leur poids et faire un effet yo-yo parce que justement, elles n'auront pas intégré un groupe de pairs avec laquelle elles vont, ou une association de marche ou autre, avec laquelle elles vont trouver et garder cette motivation pour progresser. Et justement, les cures ambulatoires n'ont pas fonctionné pour moi, notamment par le manque de lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe l'hospitalisation à domicile qui fonctionne très bien pour certaines personnes, mais parce qu'on encourage le lien. Sans lien, je crois que c'est très très difficile d'accompagner les personnes. Qui aujourd'hui peut revendiquer et peut prétendre à devenir justement acteur de santé pair ? Une personne ayant tout simplement vécu une maladie, ayant suffisamment de connaissances sur sa maladie, et puis ayant aussi un attrait pour transmettre et témoigner de ce qu'elle a vécu. Il faut aussi avoir cette envie. Tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui ont cette envie pourraient le faire, en fait, finalement. Alors, en étant entouré, accompagné avec une équipe d'autres professionnels de santé. Ça se fait de toute façon de manière pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Alors, il y a 2 champs de l'expression de l'accompagnement par les pairs. Il y a l'origine, le bénévolat, où les pairs sont entre eux. Et puis ensuite, il y a effectivement une forme d'accompagnement par les pairs ou de pairs aidance qui peut se faire avec une orientation professionnalisante ou non. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui vont être intégrées au sein d'un service de manière... j'allais dire ponctuelle, sur des tâches bien précises, notamment par exemple sur de l'éducation thérapeutique. Mais ensuite, on peut avoir des personnes qui interviennent comme des intérimaires. Et puis ensuite, on a toute la gamme du contrat de travail avec un temps qui peut aller de 20% à plein temps. Voilà. Donc, on voit bien que ces différentes expressions répondent pas aux mêmes besoins, ni aux mêmes compétences. Et le fait d'être concerné par un titre individuel par un problème de santé mentale fait pas de toutes les personnes concernées par un problème de santé mentale des pairs aidants. Et tous les pairs aidants sont pas en capacité et n'ont pas le désir non plus de suivre une formation pour aller vers la professionnalisation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut savoir que lorsque on se forme, et ça a été mon cas, on fait l'acquisition de connaissances qui permettent d'avoir des connaissances communes avec les soignants et donc un champ de connaissances communs sur lesquels on va s'appuyer. Et justement, ces soignants, comment ils vous voient arriver avec vos compétences ? Alors, ils nous voient arriver, nos compétences sont probablement identifiées plus tard.
il faut savoir quelque chose que c'est. On voit tous l'utilité, vous voyez, c'est ça ma question. C'est de savoir est-ce que finalement. Alors, si c'est reconnu aujourd'hui, bien sûr. Alors c'est reconnu, mais j'ai vu qu'il y avait des remous quand même. Bien évidemment, il faut dire les choses. Moi, je parlais plus spécifiquement du champ de la psychiatrie, parce que pour dire les choses, c'est le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, qui se trouve à Armentières, près de Lille, qui a initié la première expérimentation des médiateurs de santé pair en janvier 2012. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment très récent. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'était hier. Il y a une deuxième promotion qui est portée en 2018 et maintenant c'est installé par une licence sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur de santé pair, proposée par l'université de Bobigny, Paris 13, et le laboratoire, le LEPS, que dirige Rémi Gagnère. En 2012, moi je suis de cette première promotion. Les équipes, la plupart, ignoraient qu'on pouvait se rétablir d'un trouble en santé mentale. Donc nous étions de nouveaux acteurs qui débarquaient au sein d'une équipe en psychiatrie. Les équipes n'étaient pas formées. Ils savaient vaguement que c'était un ancien patient concerné par un trouble en santé mentale. C'était globalement flou et fou. C'est une histoire un peu fou, un peu folle, quoi. Aujourd'hui, on a identifié que pour intégrer un médiateur de santé pair, un père aidant, il fallait, pour optimiser la rencontre, c'est ça l'enjeu, c'est la rencontre des savoirs et la co-construction. Pour favoriser la rencontre et la co-construction, certes, il faut former les pairs. Dans cette orientation de professionnalisation. Mais il faut aussi former les équipes, voyez. Et pour expliquer que vous êtes complémentaires en fait, et que vous n'êtes pas du tout antagonistes. En confrontation, c'est pas du tout ça. On est là pour faire mieux ensemble et que pour nos savoirs respectifs se potentialisent. Et en tant que soignant, on apprend déjà aussi à partager nos savoirs entre soignants. Au-delà aussi d'apprendre en plus à partager son savoir de manière horizontale avec le patient également. Avoir une posture qui soit d'égal à égal, où on peut parler et laisser parler et écouter avec concentration ce que nous dit le patient, de manière empathique. Et vous, Ibtissem, vous faites partie de la nouvelle génération et vous êtes naturellement ouverte à tout ce qui se passe. Naturellement, parce que c'est peut-être par rapport à ma personnalité, mais c'est quelque chose que... C'est pas le cas. On se forme Il y a pour les ça. sachants qui sont parfois un tout petit peu recroquevillés dans leur savoir et qui peuvent douter de façon peut-être parfois légitime de l'arrivée de nouvelles personnes. Et on le voit sur les patients experts. Aujourd'hui, il y a des patients experts qui se développent sur plein de maladies qui sont rares. Et les personnels de santé les accueillent pas toujours avec bienveillance. Alors, comme disait Philippe, aujourd'hui, les choses, elles évoluent lentement, mais elles évoluent tout de même. Autant il y a des formations diplômantes pour le statut de patient expert ou d'autres statuts, autant pour les soignants, il y a des formations diplômantes, complémentaires, continues, pour justement apprendre à communiquer, apprendre à écouter, apprendre à transmettre, à motiver. Donc, on parle notamment de l'entretien motivationnel, du counseling, de l'éducation thérapeutique. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas non plus... tout nouveau, c'est en cours d'acquisition. Philippe Maugiron, oui. Et puis, il y a quelque chose qui est de fondamental dans notre système d'organisation. Le système d'organisation des institutions et de l'hôpital en particulier fonctionne sur une verticalité descendante, hiérarchique forte. Vous voyez ? Ah oui. Et là, on n'est pas du tout dans l'horizontalité comme le sont les pairs. Ça, c'est une vraie difficulté parce que on est soumis à l'autorité. Et donc, si, par exemple, le chef de pôle, c'est pas son orientation, parce qu'il y a des fameuses orientations en psychiatrie, en plus, eh bien, dans tous les services. C'est très compliqué de faire venir un père. Mais là, les choses, depuis 2012, ont quand même profondément évolué. Il y a quelque chose qui est en marche, qui est en route. Et je crois qu'on va bientôt arriver à un statut pour les pairs. L'idéal pour vous, puisque justement vous présidez l'association qui regroupe les tiers aidants, qu'est-ce que vous aimeriez comme statut ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question seule. Il faut qu'elle se construise. Ce n'est pas possible. Il faut que nous nous rencontrions pour être capables d'avoir et de définir ensemble un socle commun.
Tout à l'heure, vous parliez des choses que vous aviez inventées et que vous proposez. Par exemple, d'un point de vue thérapeutique, qu'est-ce que vous proposez, vous, dans l'accompagnement des gens ? Alors, faut savoir que cette horizontalité dans la communication permet d'avoir une forme et un fond différent de celle des autres soignants. Oui. Ça, c'est le premier point. Les choses qui sont dites ne sont pas toujours différentes. On n'accueille pas nécessairement toujours des secrets qui ne sont pas dits aux autres soignants. C'est pas là que ça se joue. C'est dans la capacité d'habiter en quelque sorte le fait que le rétablissement est possible, d'encourager la personne, si elle le souhaite, à aller mieux. C'est pas la dictature du rétablissement non plus que d'être père aidant. C'est pas l'injonction de se soigner, d'aller mieux. Ah non, pas du tout. En tout cas, moi, je ne travaille pas avec cette orientation-là. Moi non plus d'ailleurs. Oui, continuez. Oui, c'est-à-dire que c'est simple. Nous sommes de nouveaux acteurs et nous essayons, par notre pratique et la relation que l'on a avec les personnes, eh bien, de leur dire qu'il y a de l'espoir, qu'elles aussi, si elles souhaitent aller mieux, elles le peuvent. Si elles souhaitent avoir une meilleure qualité de vie, c'est accessible et qu'il n'y a pas de limite au rétablissement. Exactement. Et actuellement aussi, en tant que soignante, avec mes patients, c'est vraiment un accord commun. L'objectif est expliqué, le programme thérapeutique est expliqué, et d'ailleurs, en général, il est co-construit. Et si la personne est OK et qu'elle a signé le contrat avec moi, on fonctionne ensemble en coéquipier, on est co-acteur de sa guérison. Donc, et on fait un état des lieux tous les 5, 6, 10 séances ensemble pour voir si l'accord il est OK en fait. Et puis si on avance. Donc après, il y a dans la posture aussi en tant que soignant, même sans être père, est-ce que je vais arriver avec ma grande blouse blanche et mes lunettes et puis dire bah voilà, écoutez, j'ai la solution pour vous. C'est pas la meilleure posture non plus. J'amène la personne d'elle-même à me dire ce dont elle a besoin pour aller de l'avant et qu'on construise ensemble son projet. Philippe, pour qu'on comprenne bien, quel est l'objectif à vous de votre accompagnement quand vous allez vers une personne qui est malade ? Qu'elle réussisse à élaborer un projet de vie et qu'elle réussisse à l'atteindre avec la meilleure qualité de vie possible. Vers le mieux-être. Et qu'elle aille vers ses choix à elle, et que ce ne soit pas l'équipe qui dans sa bienveillance et parfois dans sa maltraitance, choisisse à la place de la personne. C'est se réapproprier le jeu. Ouais. Et de devenir un peu plus adulte, d'accepter les conséquences de ses choix. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile au sein de l'institution parce que les équipes ont souvent peur des rechutes des personnes ou lorsque les personnes se trompent de leur point de vue. Pourquoi ? Parce qu'elles le vivent comme un échec ou Voilà, c'est ça ? L'échec et le risque. L'échec et le risque. Alors qu'il faut reconnaître le droit de faire un apprentissage par l'échec. Se tromper, c'est pas grave en soi. Tomber, c'est pas grave en soi. C'est de rester au sol qui est embêtant. Vous voyez, je reprends souvent la manière dont nous avons tous appris à marcher. Combien de fois sommes-nous tombés pour être en capacité d'avoir marché ? Ce qui est embêtant, c'est pas de tomber, c'est d'être dans l'incapacité de se relever. Et qu'est-ce qui fait qu'aussi on a réussi à marcher ? C'est notamment aussi par l'observation de ce qui était autour de nous, etc. Donc ça parle. Bon, la France est en train de faire l'apprentissage de la pédagogie de l'échec, petit à petit. Mais c'est vrai. C'est vrai. On commence à l'entendre. Oui, c'est vrai. Qui ne sont pas des échecs d'ailleurs. Voilà, le droit à l'erreur, le droit à l'échec, et finalement, encore faut-il en tirer peut-être des. Faut pas reproduire ce qui ne fonctionne pas. Il faut mieux essayer de reproduire ce qui fonctionne. En fait, c'est s'enrichir de ça. Quoi. Votre valeur ajoutée, c'est quoi, Philippe ? Vous le savez ? Mon enthousiasme, peut-être. Ouais. Une réelle empathie aussi. Ouais. Oui. Il y a beaucoup d'empathie. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes donc maintenant que vous êtes sur le terrain ? Alors, moi je me suis engagé parce que c'est de l'ordre de l'engagement que, de mon point de vue, que d'être médiateur de santé père, parce que j'ai goûté à la père-aidance. Je vous l'ai dit, j'ai rechuté 3 fois. Je connais les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes depuis plus de 20 ans.
C'est parce que j'ai été au contact de mes pairs que je reconnais, que je connais, que j'ai goûté à leurs bénéfices. Et donc je me suis engagé en 2012 parce que au sortir de ma dernière cure de sevrage, ma vie prenait un nouveau sens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, j'étais totalement isolé, j'avais plus d'identité sociale. Et puis j'ai décidé de mieux connaître ma maladie, donc j'ai appris des études, j'ai suivi un DU d'addictologie. Et pendant toute cette année de reprise d'études, j'avais engagé une réflexion, j'avais envie de travailler, d'intégrer une équipe en tant que professionnel à l'hôpital. Alors j'avais différentes options qui ne me convenaient pas, éducateur. Médiateur de santé père, il y a de l'éducateur mais on n'est pas éducateur. Psychologue, il y a peut-être du psychologue chez le médiateur mais je ne suis pas psychologue, vous voyez. Infirmier, alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a peut-être parfois un peu d'infirmier chez le médiateur mais je ne suis pas infirmier. Vous voyez, jusqu'au moment où j'ai entendu parler de médiateur de santé père, une expérimentation qui se mettait en place, et je me suis dit bingo. Il y a un peu de tout ça. Voilà, c'est-à-dire que le médiateur de santé père, il est à l'intersection de compétences de plein de différents métiers, mais avec une spécificité propre qui tient essentiellement à son savoir qualifié d'expérientiel. Bien. Un nouvel acteur de santé ce matin qu'on vous a présenté. Allez sur les sites pour voir de quoi il s'agit. Médiateur de santé père. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Ibtissem, à bientôt. Au plaisir. Très belle Merci journée Philippe. sur Santé sur Beurre FM.